ces vidéos. Merci de votre présence. Merci de votre écoute. Merci de vos partages et de vos commentaires qui nous permettent tous ensemble de co-créer autrement dans la matière. Aujourd'hui, j'aimerais revenir, je me suis mise à écrire. Je me suis dit, bon, peut-être que parfois, voilà, structurer les perceptions, ça peut nous aider à, comment dire, à entendre les différentes couches qui se jouent lorsque nous parlons de dépouillement de l'être et de déposer comme ça petit à petit nos personnages égotiques. Je vous invite, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder mon autre pépite qui concerne l'ego et les personnalités, pour voir comment justement notre ego se déploie, comment il se construit, comment il se renforce et comment il se nourrit. Alors, dans ce principe de dépouillement, qui est pour moi une transformation d'état d'être, c'est un peu comme une portée musicale. Nous sommes vibration et nous arrivons avec une vibration qui va sonner sur une certaine fréquence. Et de par les expériences que nous allons faire, eh bien, notre vibration va évoluer. Et notre qualité d'être et notre état de conscience vont aussi évoluer. Et le principe du dépouillement, selon moi, c'est justement de prendre conscience de ce que nous sommes fondamentalement, c'est-à-dire la vie en mouvement, l'énergie, de l'amour qui circule sous cette forme-là terrestre. Le meilleur véhicule que nous avons pour pouvoir véhiculer cet amour tout autour de nous, c'est ce qui est notre moteur, c'est notre corps physique. Notre corps physique, du coup, comme vous avez pu l'entendre dans l'ancienne vidéo, c'est un ensemble d'enveloppes qui du coup va avec certaines expériences se contracter dans l'instant. Et ces contractures, ces rétentions de vie sont souvent liées à des expériences qui nous ont menacés, qui n'ont pas veillé à notre sécurité, qui ne nous ont pas apporté justement cette énergie d'amour et qui nous ont plutôt pris notre énergie d'amour. Donc, lorsque nous arrivons, que nous incarnons dans une famille, et bien du coup, nous faisons l'expérience d'un archétype maternel et d'un archétype paternel, qui sont eux-mêmes avec leur qualité vibratoire, avec leur personnage, avec leurs blessures. Donc l'idée n'est absolument pas de juger qui que ce soit, mais de plutôt prendre sa responsabilité, l'habilité à se donner des réponses, c'est-à-dire d'avoir cette conscience. Je rappelle que la conscience, c'est de mettre la lumière là où il n'y en a pas. Donc c'est de mettre de la lumière sur ce que je suis dans l'instant. Et pour ressentir ce que vous êtes dans cet instant, il faut se reconnecter aux sensations physiques. Pour se reconnecter à ces sensations physiques, qui sont des sensations de l'ordre du subtil, ce n'est pas quelque chose qui fait beaucoup de bruit, c'est quelque chose de fin, qui circule de manière énergétique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de manière plus de l'ordre de la respiration. Et cet état, cette qualité, cet état de conscience, cette qualité d'écoute, pour être justement sur cet aspect, ce plan sensitif des choses, nous demande de nous poser à l'intérieur de nous. Mais pour se poser à l'intérieur alors que nous sommes contractés, et que dans ces contractures, forcément, on ne voit qu'une partie de la réalité, on ne voit non plus qu'une partie de nous-mêmes à l'intérieur. Donc c'est par le relâchement que du coup nous allons pouvoir réouvrir des portes à des sensations, à des zones muettes, à des espaces qui sont cristallisés. Donc ces contractures intérieures, elles vont forcément
modifier la circulation de cet amour, de cette énergie de vie qui circule en nous-mêmes. C'est comme des barrages hydrauliques pour ceux qui ont eu la chance de partir dans des zones plutôt montagneuses. Vous savez bien que quand il y a des barrages, et bien du coup, il y a un déséquilibre au niveau du niveau d'eau. Et bien c'est la même chose. Lorsqu'on crée ces contractures, ces stases, ces espaces qu'on va durcir, qu'on va contracter, qu'on va même rendre muette, et bien tous ces espaces-là vont faire que la vie va forcément circuler d'une toute autre manière. Et étant donné que cette vie, cette énergie va circuler d'une toute autre manière, et bien du coup, nous allons forcément nous, nous transformer dans cette autre circulation. Nous allons transformer notre posture, notre état d'être, notre perception, nos croyances, nos conditionnements. Puisque du coup, nous réfrénons la vie, nous réfrénons ce que nous sommes, dans ces freins-là, du coup, on va forcément modifier ce que l'on est. Et en modifiant cet état d'être, cet état vibratoire, forcément, on ne va pas pouvoir sonner à une autre portée. Et en ne pouvant pas accéder à cet autre état d'être que nous sommes aussi, et bien du coup, on s'arrête uniquement à ce plan et nous voyons qu'une partie de la réalité. C'est bien pour ça qu'on parle d'expansion de conscience, puisque quand nous ouvrons notre cœur et que nous allons dans cette expansion de conscience, forcément notre champ de potentialité informationnelle et vibratoire s'ouvre. Mais il s'ouvre parce que notre état d'être intérieur a changé. Et c'est là toute la clé. Donc le dépouillement commence déjà par ce premier aspect, ce premier plan qui s'appelle le physique, c'est-à-dire d'observer en moi-même quelles sont les zones qui me semblent sans vie, complètement muettes ou en contraction maximum. Parce que ces espaces sont des clés, sont des points de contracture où votre être s'est replié, s'est renfermé. Et dans cet enfermement, vous avez commencé à déployer un système de croyances. Et là, on est sur le plan mental. Et dans ce système de pensée, les croyances, eh bien, il est magnifique ce mot. C'est-à-dire, ce que l'on croit devient. Si je crois que je suis comme ça, si je crois que je suis cette personne, si je me dis « Ah non, non, ça c'est pas possible pour moi », eh bien, à force de le répéter, à force de me le dire, à force de le faire sonner, eh bien cela devient. Je le renforce, j'en parle, je le deviens. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pratiques qui nous invitent justement à être beaucoup plus conscients, donc mettre de la lumière sur notre système de pensée. Si nous commençons à nous accrocher à nos pensées, eh bien, nous permettons à cette pensée d'être nourrie de notre énergie et en nourrissant cette pensée de notre énergie, nous la renforçons et nous la manifestons. C'est-à-dire que ces croyances vont commencer à nous coller à notre peau et devenir cette personne que l'on croit être, cette personne que l'on projette, cette personne que l'on imagine être, ou cette personne que les autres projettent en nous-mêmes, ou envie que l'on soit. Et c'est là tout ce jeu qui est compliqué pour y voir clair entre ce que je suis véritablement. Suis-je ce personnage qui se défend, qui se protège, ou suis-je cette croyance qui me dit que pour moi, c'est impossible de parler en face et en présence d'eux? Si j'y crois, alors c'est ma vérité. Et c'est là où on peut prendre conscience que du coup, ce que nous pensons de nous, nous définit. Donc cette définition, j'ai envie de dire illusoire, égotique, puisque liée à ce plan mental, je rappelle que le mental a besoin de nous apporter ce repère spatio-temporel, c'est-à-dire nous donner une place dans l'espace et dans le temps. Et donc déjà c'est une illusion puisque nous savons que le temps n'existe pas à l'échelle d'une fourmi qui pourtant vit aussi sur ce plan terrestre. Le temps n'est pas du tout le même qu'une échelle humaine et son espace n'est pas du tout le même monde que le nôtre. On ne voit pas la même chose. Donc se raccrocher
à notre mental pour lui laisser la possibilité de nous définir, de nous déclamer et diriger qui nous sommes, eh bien du coup, nous allons faire que des expériences mentales. Nous allons faire de cette vie terrestre, cette vie d'incarnation, un plan d'identification. Et lorsque nous nous identifions à quelque chose, eh bien du coup, ça devient notre costume. Et en prenant ce costume, nous allons faire toutes sortes d'expériences qui, par effet de résonance, vont appeler vibratoirement le même costume. Alors si je crois que je suis inférieure, que je suis idiote et que je suis persuadée que à l'école on m'a toujours fait croire que j'étais pas capable, que je saurais pas écrire, que je n'étais pas bonne en orthographe, que je n'avais aucune capacité d'analyse, et bien du coup, à force de répétition, et bien du coup, je je m'enferme moi-même dans ce costume-là. Et en mettant ce costume-là, forcément, je vais faire l'expérience de gens qui vont me renvoyer cette infériorité, de façon parfois très inconfortable. Mais pourquoi on me le renvoie? Pour que je puisse justement mettre de la conscience sur ça, de me dire mais ce n'est pas moi, c'est ce que je me dis, ou c'est ce que l'on m'a dit. Et tant que je m'enferme coûte que coûte à croire cela, eh bien du coup, je vais, comme je viens de vous le dire, par effet de résonance, créer des expériences qui vont faire quoi? Qui vont renforcer cette croyance. Et en renforçant cette croyance, je vais encore plus m'identifier à ce personnage. Et en m'identifiant encore plus à ce personnage, je vais l'incruster en moi-même, au plus profond de mes enveloppes corporelles. C'est bien pour ça qu'une blessure, on parle de profondeur et de différentes couches, que du coup on est obligé de, voilà, de peler couche par couche chaque blessure, puisque du coup à un moment donné nous arrivons au cœur, à ce qui a été vraiment le plus incrusté, le plus fondamental et qui remonte certainement à très lointain. Et c'est souvent, j'ai envie de dire, cette dernière un peu comme une fin d'histoire, ce dernier mot qui va mettre un point final pour changer de livre, pour changer de paradigme, pour changer d'état d'être. Et bien du coup, c'est ça l'alchimie, c'est-à-dire la transformation de toute cette œuvre en une autre œuvre. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que ce préfixe al veut dire divin. Donc c'est la chimie du divin, c'est la chimie de la vie, c'est l'alchimie. C'est tout ce qu'on nous demande en venant nous incarner. C'est transformer, se dépouiller de cette fausse croyance de ce que l'on croit être, de ce que l'on se dit être, de ce que l'on projette sur nous. Et ça peut faire peur parce que quand il n'y a plus de personnages, il n'y a plus d'histoire. Et quand il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de problème. Et quand il n'y a plus de problème, mais du coup, qui on est? À quoi se raccrocher? C'est compliqué. Parce que s'il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'histoire. S'il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de personnages. Alors nous ne sommes quoi? Nous sommes que de la vie qui circule en instant, de l'amour, qui est là pour se transcender, pour s'alchimiser avec la matière, pour être justement dans une expansion. Mais on ne peut pas être dans cette expansion de l'amour dès lors que nous sommes contractés. Même moi, dans ma manière là de vous jouer la contracture, forcément, si je me contracte, même si je veux essayer de vous regarder, je ne vais pas forcément avoir la même reliance à vous. C'est impossible. Donc, dans votre état de contracture, quand vous vous enfermez comme ça dans votre propre royaume, vous pensez être souverain, vous pensez être gardien, de veiller sur vos souffrances ou de veiller sur le fait de ne plus souffrir. Mais en fait, c'est une autre forme d'illusion et de mensonge à soi. Parce que lorsque le royaume est blindé de remparts, de différents pièges qui peuvent aller à des kilomètres devant le royaume pour faire en sorte de ne pas souffrir et donc quelque part de se protéger de toute forme de souffrance, de toute forme de vie, et bien du coup, je me blinde et en me blindant, je ne laisse pas la possibilité à la vie de circuler. La vie n'est que circulation. Et parfois, la vie peut prendre justement une couleur, on va dire, plus obscure.
mal emballé, comme dirait Natacha Calastrémé en parlant de cadeaux. Et on n'a pas la compréhension tout de suite. On se dit, mais pourquoi la vie me punit? Pourquoi encore la vie me fait souffrir? Mais elle ne me fait pas souffrir. Elle m'invite justement par, par ce mouvement de relâcher mes propres souffrances. Je ne peux relâcher ma souffrance qu'en faisant l'expérience de cette souffrance. Sinon, je ne suis pas conscient de l'avoir. Mais encore faut-il que je puisse ouvrir, que je puisse m'ouvrir à cela. J'essaye de regarder mes feuilles parce que quand même, j'ai écrit. Alors du coup, je me dis, bon, peut-être que j'ai écrit des choses chouettes qu'il faudrait que je vous partage. Oui, et ces personnages, ils sont, ils se souvent, sont, ils se, alors là, je vais reprendre. Ces personnages se sont construits tendrement dans notre enfance. Nous naissons amour et nous devenons personnages. Nous devenons souffrance. Nous ne naissons pas souffrants. On le devient. Donc l'ego, je rappelle, est un système de protection et de défense qui vous permet à veiller, à faire en sorte d'être gardien de votre vie, de votre énergie. Sauf qu'il le fait de manière enfermante. Il le fait de manière sclérosante, puisqu'il vous fait croire qu'il faut vous protéger et vous défendre de la vie. Alors que la vie n'est absolument pas là pour vous punir. Mais prenons l'exemple que si enfant, j'observe que lorsque je souffre, c'est donc compliqué parce que des fois nous atterrissons, donc comme je vous disais, sur un terrain affectif où notre archétype paternel et notre archétype maternel ne sont pas suffisamment conscients d'eux-mêmes, suffisamment sécurisés à l'intérieur et donc du coup font ce qu'ils peuvent avec leur propre insécurité, leur propre conditionnement, leur propre personnage et leur propre souffrance. Donc parfois, nous faisons l'expérience de parents qui manquent de soutien, qui n'arrivent pas à nous sécuriser et à nous abreuver d'amour. Et du coup, pour un enfant, c'est compliqué du coup de se contracter, de perdre son énergie de vie. Donc du coup, par réflexe, il va chercher à être justement gardien de cette vie. Mais n'ayant pas cette lucidité et cette conscience à cet âge-là, du coup, il va déployer des moyens qui vont faire qu'il ne va pas remettre en cause les personnes qui sont censées le soutenir, l'abreuver de l'amour et le sécuriser. Il va lui-même déployer des personnages pour abreuver les autres d'amour. Et du coup, si par exemple, je prends l'exemple que lorsque je suis enfant, pour me décontracter et pour récupérer mon énergie, le fait de faire le clown, donc de me détendre au travers du rire, au travers du jeu, ça me permet de régénérer mon énergie. Et je fais l'expérience qu'en faisant le clown, et bien du coup, je vois que ça marche parce que les autres m'apportent une forme d'attention, donc une forme d'énergie, donc une forme d'amour. Alors je me dis de manière complètement inconsciente, mais si je fais le clown, j'obtiens l'attention de maman, j'obtiens l'attention de papa, et je me sens remplie d'énergie et d'amour. Alors je me décontracte, et je me dis, mais si je fais ça, eh bien du coup je vais pouvoir comme ça me régénérer. Alors voilà comment un beau personnage de protection se met en place. Pour protéger mon énergie, je vais commencer à faire le clown. Et pour me nourrir de l'énergie des autres, pour qu'on me porte attention, je vais aussi du coup développer et déployer ce personnage du clown. Il va devenir moi. Autre exemple sur le système de défense, on imagine un enfant qui du coup se rend compte qu'il est vidé de son énergie parce que le terrain
affectif fait qu'on vient tout le temps le siroter, il n'a pas sa place et on lui prend son énergie, on lui vole sa vie, on lui vole son énergie d'amour, et bien du coup il s'isole et il prend conscience et il observe de manière instinctive et intuitive que lorsqu'il s'isole, et bien du coup il est plus gardien de son énergie. Plus il s'efface, plus il se met en retrait et plus il voit qu'au moins il préserve son énergie. Il arrive à se défendre. Il arrive à se défendre. Et il observe que quand il fait ça, les personnes qui sont, entre guillemets, toxiques pour lui, ne l'abreuvent absolument pas de sécurité et d'amour, et bien du coup le laisse tranquille. Donc veille quelque part à qu'il puisse maintenir ce niveau énergétique. Donc il commence à prendre conscience, à observer que plus il joue ce personnage-là, plus du coup il est gardien de son énergie et on ne vient pas l'embêter. Donc voilà un autre personnage qui se défend. Mais comme je le disais tout à l'heure, plus nous gardons, nous conservons cette croyance que si je m'efface, je garde mon énergie, que si je fais le clown, je garde mon énergie, que si je m'efface, on ne va pas me voler mon énergie, que si je fais le clown, on va me donner de l'énergie, et bien du coup, à quoi bon retirer ces personnages? Mais en fait, on retire ces personnages parce qu'on se rend compte au fur et à mesure des expériences que ces personnages nous enferment, parce qu'ils ne nous protègent plus, parce qu'ils nous protègent de la vie et ils se défendent de la vie en pensant que cette vie-là va nous prendre toute notre énergie, en pensant que la vie n'est pas amour, en pensant que la vie est souffrance et qu'elle est punitive et que du coup nous devons la subir. Donc on s'arme, on s'armure justement pour veiller à ces bons petits personnages, ces bons petits soldats, pour faire en sorte que du coup, oh non, non, la vie ne peut plus me toucher. Mais si la vie ne me touche plus, eh bien du coup elle ne peut plus être en résonance avec la vie que je suis à l'intérieur. Et en n'étant plus en résonance avec la vie que je suis à l'intérieur, je ne peux pas m'éclairer, je ne peux pas avoir conscience de qui je suis. Je suis la vie, je porte la vie. La vie est autour de moi, elle circule en moi-même. Et tant que je ne prends pas conscience que je suis cette vie, que je suis cet amour, et bien du coup, je m'enferme et dans cet enfermement, du coup, je me bloque et en me bloquant, je suis remplie de résistance, qu'elle soit mentale ou physique. Donc, pour faire en sorte que la vie puisse recirculer en moi-même, je dois déjà être consciente de tous ces blocages physiques, de toutes ces résistances et ces freins et ces conditionnements dans mon système de pensée. Et d'arrêter de me raconter ce que je suis, mais plutôt de ressentir ce que je suis dans l'instant. Et c'est en passant par ce principe de ressenti, en passant par la voix du corps, en passant par la voix du milieu, c'est-à-dire être au cœur de ce que nous sommes, de se brancher à cet espace-là, que nous apprenons qui nous sommes dans cet instant. Qui suis-je à cet instant et à qui je parle? Et comment je me ressens? Quelle est ma qualité énergétique? Quelle est ma vibration intérieure? Comment vivent et comment vibrent ces espaces à l'intérieur? Voilà ce que je suis. Je suis vibration. Et lorsque je me mets une étiquette sur mon front, eh bien du coup, c'est ce que voit l'autre. Comme lorsqu'on met une étiquette dans notre potager, c'est du thym, on se dit c'est du thym. Mais on sait que c'est du thym parce qu'on nous l'a dit. Alors si je me dépouille de ces étiquettes, et cela demande des étapes, les choses ne se font pas sans étapes, il suffit d'observer la nature, tout est transformation et ça prend, ça se fait par step, par marche, comme la transformation de la chenille au papillon, comme les cycles, comme les saisons. Un arbre n'a pas besoin d'avoir peur de perdre ce qu'il est ou d'avoir cette fausse idée qu'il ne va pas être, étant donné qu'il perd toutes ses feuilles. Il suit ce processus naturel de la vie. Il sait qu'il y a un temps pour tout et que à cet instant, ce dépouillement de ses feuilles à l'hiver va lui permettre une autre régénération. L'isolement de l'être est nécessaire, car dans le vacarme de la vie,
dans cet espace où on est bombardé de champs informationnels, bombardé d'étiquettes que l'on nous donne ou que l'on met, et bien du coup, c'est très difficile en fait de pouvoir accéder à cet état d'écoute, à cet état d'être dont je vous parlais en début de Pépite, c'est-à-dire un état d'écoute global de notre ressenti, un état sensitif, un état où on est en lien avec cette énergie de l'inspiration. Dans quels espaces je me sens inspirée? Il est magnifique ce verbe. Il est magnifique parce que lorsque je suis dans cette énergie de l'inspiration, je me laisse moi-même inspirer. Je me laisse moi-même être traversée. Et je me laisse après être dans l'expiration, c'est-à-dire dans une expansion et un relâchement. Et lorsque j'inspire, je me mets en contact avec mon esprit qui m'apporte comme un entonnoir des idées. C'est ça la différence des idées entre le mental qui tourne en rond comme un hamster dans sa magnifique roue. Et bien du coup, imaginez-vous que vous passez vos journées dans vos roues à tourner en rond. Et c'est parce qu'à un moment donné, vous allez faire l'expérience de changer de posture, de vous mettre à l'extérieur de la roue, que du coup, vous allez pouvoir voir, mais qu'est-ce que c'est que cette roue? Et pourquoi je suis là-dedans? Qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que je ressens? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est la même chose, en se mettant justement dans ce mouvement primaire de la vie qu'on appelle la respiration, se sentir inspiré, et bien du coup, je peux déjà veiller sur moi-même autrement, je peux veiller sur mon être intérieur différemment. Et en veillant autrement sur moi-même, c'est un peu comme un gardien qui viendrait faire le tour du royaume pour voir que tous ces espaces, toutes ces chambres, tous ces grands espaces, ces petits espaces, ces couloirs, ces étages qui représentent notre corps sont allumés, que tout le monde a une conscience, que tout le monde est vie, que tout le monde est sécure. Et dans ce moment de plénitude, on est dans une forme d'expansion et d'ouverture. Et plus nous sommes expansion, plus nous permettons à l'univers d'aller vers cette expansion. Voilà pourquoi nous sommes invités à nous reconnecter à notre véritable soi, notre véritable être intérieur, à cette vie, à cet amour qui circule en nous-mêmes. Parce que si nous ne nous éclairons pas, eh bien nous voyons que notre obscurité. Et c'est parce qu'à un moment donné, nous faisons confiance à la vie, parce que nous la portons, parce qu'elle circule, parce que nous sommes la vie, nous lui permettons de se répandre avec ce que nous sommes, avec notre vibration qui est unique et parfaite. Et en acceptant d'être cette vibration d'amour, en acceptant d'être la vie, sans ce conditionnement mental qu'elle est contre nous mais qu'elle est avec nous, et bien du coup, nous allons accéder à cet espace qu'on appelle la gratitude, c'est-à-dire rendre grâce à ce qui se passe pour moi dans l'instant. C'est parfaitement ajusté, c'est parfaitement l'oracle, le message dont j'avais besoin. Et peu importe le costume que va prendre cet oracle, il est parfaitement accordé à ce que je dois entendre, ce que je dois faire résonner pour faire en sorte que l'amour et que la vie circulent encore plus. Et plus je rayonne, et plus je peux répandre cet amour. Alors que si je m'enferme, du coup, je vais appeler de l'enfermement. Alors que si je suis chaos, je vais appeler le chaos. Et en appelant le chaos, du coup, j'ai l'impression que c'est moi. Alors je deviens l'autre. Je me perds dans cette énergie. Et en me perdant dans cette énergie, eh bien du coup, je suis en fusion. Mais en fusion, du coup, je renforce cette énergie du chaos. Je renforce cette instabilité. Je deviens ce chaos. Je deviens cette instabilité. Et du coup, il n'y a plus personne qui peut faire un effet de miroir pour permettre une transformation au champ informationnel de la relation qui existe entre ces deux espaces. Si je reste dans cette place d'amour, dans cet état d'être où je laisse la vie circuler, où j'arrête de me contracter depuis cet espace intérieur, où j'arrête de me mettre en apnée, de couper cet inspire et cet expire jusqu'à dans tous les espaces de mon être, et bien du coup, là, je permets quoi au chaos et à l'instabilité qui est en face de moi? Je lui permets de faire une toute autre expérience, de regarder de l'autre côté de la rive et de se dire ah, mais je suis chaos, je suis instable puisque je vois qu'il y a autre chose. S'il y a autre chose, et bien du coup, qu'est-ce qui fait que moi, je ne pourrais pas me transformer en ça?
Vous voyez? Alors que si la personne de l'autre côté de la rive, du coup, devient ce chaos, il n'y a plus personne en face de la rive. Alors, on pense que c'est de la vérité. On pense que le chaos est la vérité. On pense que l'instabilité est la vérité. On pense que la guerre de l'énergie, c'est la vérité. Mais si l'autre prend une autre posture, un autre état d'être, et laisse cette vie circuler, permettre à la circulation, à l'inspiration, à l'expiration de naître en moi-même, et bien du coup, je permets à l'autre de sublimer autrement. Je change la relation, je transforme le champ informationnel. Et du coup, vient un échange. Et d'ailleurs, c'est très très beau ce mot échange. Deux anges qui sont dans une transformation de l'énergie entre eux, dans la co-création. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous permettra de revenir à ce mouvement primaire de l'inspiration, de vous poser cette question vraiment importante de dans mon espace de vie aujourd'hui, quels sont les espaces où je me sens inspirée? Quels sont les espaces où je me sens dans ce relâchement de mon être intérieur? Voilà des espaces de ressources, voilà des espaces où votre vibration est à sa pleine expansion. Voilà des espaces où vous êtes totalement conscient de votre être et vous permet à votre être intérieur de faire circuler tout ce que vous êtes, tout cet amour en vous-même. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour votre attention, merci d'être la vie, merci de laisser la vie circuler en vous-même. Aidez-vous, accompagnez-vous, permettez-vous justement de redevenir cette source inspirante dans votre royaume, d'être votre propre souverain et d'être fier de pouvoir partir du principe que me cacher derrière ces masques ne me permettra pas de me rendre en contact avec ce que je suis, me coupe de la vie. Et en me coupant de la vie, je me coupe de ce que je suis. À bientôt.